Rebonsoir à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette conférence sur la micronutrition en cardiologie. Je vais présenter très brièvement quelques slides histoire de planter le décor et puis ensuite on va passer comme prévu au débat avec le docteur Georges Obaid et le docteur Willy Kostuki qui n'est pas encore, qui n'a pas encore réussi à se connecter, mais j'espère qu'il réussira à le faire au cours de ma présentation. Euh, donc, euh, Merci d'être là et bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Je salue Georges, que je vois. Ah, donc, euh, Oui, voilà. bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bon, Georges. bonsoir tout Merci le monde. d'être là. Je sais que c'était un peu speed. Euh, Avec le décalage horaire. oui. Georges est cardiologue et qui pratique aussi la micronutrition, la médecine fonctionnelle. Si tu peux te présenter rapidement. Oui, enfin pour mes collègues cardiologues, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas comment on dit au Maroc. Voilà, je suis cardiologue depuis assez bien longtemps, une trentaine d'années. Et puis un jour, comme ça pour l'histoire, c'est intéressant de le savoir. J'imagine qu'un jour, il y a eu un patient qui est arrivé chez moi, un Américain, âgé de 27 ans, qui avait fait un infarct. Et alors, il me dit, oui, je suis suivi, je suis là en fait pour vous poser une question. Pourquoi est-ce que j'ai fait mon infarctus? Et alors là, je lui ai répondu tout simplement, ben, j'en sais rien. Et on a fait une prise de sang. Et bon, à ce moment-là, si je me rappelle bien, c'était juste un problème d'hyperhomocystéinémie qui n'avait pas été détecté. Le bonhomme qui faisait beaucoup de sport, qui n'avait aucun facteur de risque, ne pouvait plus faire de sport parce qu'il était bourré de statines, etc. Et on a essayé de comprendre un peu comment faire pour arriver à améliorer sa situation. Et alors, depuis 2019, quelque chose comme ça, juste avant le Covid, peut-être 2018 aussi, Willy et moi, on a commencé à faire un peu plus de recherche dans tout ce qui est labo, enfin prise de sang intéressante et tout. Et on s'est rendu compte qu'on était ignare après 25 ou 30 années ou 35 pour Willy. C'est-à-dire que nous étions des cardiologues comme tout le monde, pas mieux, pas plus que les autres, échographistes de formation surtout tous les deux. Je présente Willy aussi un peu en le temps qu'il se connecte. Et alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un univers d'informations qu'on n'avait jamais reçu, qu'on ne connaissait pas et qui était hyper intéressant. Et par conséquent, ce qui est aujourd'hui, qui était peut-être une cardiologie un peu technique, et le patient sort et rentre avec, on sait très bien avec quoi, qu'est-ce qu'il avait comme médicament et tout, c'est devenu une cardiologie passionnante. Alors pourquoi passionnante? Parce que chaque patient est différent. On ne peut pas se dire qu'on donne une aspirine, on donne certains médicaments sans, pour ne pas rentrer dans les détails, sans réfléchir à ce qu'est le patient et pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce point au niveau cardiovasculaire. Et c'est ça qui rend aujourd'hui la cardiologie, en tout cas de mon point de vue et de celle certainement de celle de Willy, extrêmement passionnante parce qu'elle est devenue Je plus... pense que Willy est arrivé. Ah ben voilà, ben Bonjour Willy. Willy, tu m'entends? Ah, tu m'entends? Il y a un petit souci de son de ton côté, parce que là, normalement, c'est activé. Peut-être que tu as un casque qui n'est pas bien branché ou euh, ok. En tout cas, je te vois et par contre, je t'entends pas. Ok. Alors, ce que je propose, c'est que, en attendant que le souci de son soit réglé, le souci technique, que je fasse un petit topo comme c'était prévu au début. Quelques slides juste pour planter le décor et puis ensuite on entame le débat. Ça va? Parfait. Ok. Top. Alors, donc,
Ah, voilà, j'entends. Ah bah voilà, Willy, Voilà. Oui, ça va. j'avais des problèmes avec la sortie audio. Il y a toujours des problèmes techniques, tu as vu, avec le lien Zoom et tout ça. Ouais. Oui, donc j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir été là. Je sais que ça a été speed aussi pour toi. Ah oui, c'est Euh, speed, c'est le cas de le dire. Je sors d'une heure de spinning. ah bah voilà, Oui, t'as c'est fait bien. déjà ton spinning. On avait Oui, prévu que tu oui. le fasses en même temps que la conf. Oui, oui. Mais c'est comme ça que mon ordinateur fonctionne. Tu vois pas, mais j'ai des pédales en dessous. Voilà. Donc, docteur Willy Kostuki est aussi cardiologue et médecin fonctionnel et pratique la micronutrition un peu comme Georges. Et alors, alors, de ce que je sais, des approches légèrement différentes. Donc, Willy, je te laisse te présenter brièvement. Comme ça, moi, je vais faire mon topo et on revient après. Oh, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, je suis cardiologue et je m'intéressais probablement à autre chose que simplement ce que j'ai appris dans les livres les fascicules d'université que j'ai jetés à la poubelle il y a bien longtemps. Et donc, je me suis intéressé à la médecine fonctionnelle. Et bah, voilà, parce qu'un cœur, ce n'est qu'un cœur parmi tous les autres organes. Donc, il ne peut pas fonctionner tout seul si on ne sait pas faire fonctionner les autres organes en même temps. Ça comporte tout y compris le tube digestif, la micronutrition, etc. Donc, c'est simplement une question de vue d'ensemble. Voilà. Super, eh ben, génial. Merci à vous deux pour votre présentation. Donc, je vais faire rapidement un topo et puis ensuite, parce qu'on a de nouvelles personnes, on a aussi beaucoup de médecins, des cardiologues également qui nous suivent. Donc, je vais faire un petit topo sur la micronutrition, sur une petite présentation, un peu comme on a discuté Georges et Willy par rapport un peu à la ligne de cette table ronde. Et je reviens donc juste après une vingtaine de minutes. Donc, bon, comme certains le savent déjà, c'est une conférence qui est organisée donc en préparation du congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu les 24-25 mai prochains. Et dont Dr Georges Obaid y interviendra aussi. Dr Willy Kostuki n'est pas disponible sur ces dates-là. Ça ne sera que partie remise. Euh, donc, on reviendra sur le congrès plus tard à la fin de cette présentation. Donc, la thématique étant sur la cardiologie, d'où l'intérêt donc de cette conférence-là. Donc, une présentation. Alors, j'avais prévu 30 minutes, mais au final, je vais faire ça plus vite. Je pourrais faire ça plus vite. Ensuite, on va avoir un débat plus ou moins de 30 minutes. On va voir comment ça se passe. L'interaction aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez aussi écrire sur le chat, sur la barre de discussion, si vous avez des questions, des remarques ou ce que vous voulez. Donc, ça sera pris en compte. On aura un temps de questions-réponses à la fin, plus ou moins d'une quinzaine de minutes en fonction de du nombre de questions. Donc, petite mise à niveau pour celles et ceux qui sont pas dans le domaine de la micronutrition et qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas une idée claire là-dessus. La micronutrition, c'est un champ d'études. On parle de sciences de la micronutrition. C'est un champ d'études dans lequel on utilise un certain nombre de connaissances scientifiques qui proviennent de différentes disciplines scientifiques, que ce soit de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la génétique, de la psychologie, de la sociologie et tout un tas d'autres disciplines, notamment les analyses biologiques, la technologie du complément alimentaire, l'alimentation, les sciences des aliments, etc., etc. Donc, c'est un champ d'études qui contient un certain nombre d'outils ou des connaissances scientifiques appliquées donc dans ce domaine de micronutrition. Donc, on s'intéresse à la fois aux aliments, à leurs constituants et aussi aux compléments alimentaires ou ce qu'on appelle vaguement les compléments alimentaires qui ont fait évoluer depuis plusieurs dizaines d'années. On était sur des vitamines très basiques et des minéraux. Et maintenant, ce qu'on appelle le champ du complément alimentaire,
s'est agrandi et ça a phagocyté, on va dire, tout ce qui n'est pas du médicament et tout ce qui n'est pas des produits cosmétiques, en gros, et ce qui n'est pas de l'aliment, bien entendu aussi. Euh, alors, je vais commencer par cette définition du risque cardiovasculaire que j'avais donnée dans une précédente conférence, notamment sur les dyslipidémies. La définition de la Société européenne d'athérosclérose et également qui est la même définition à quelques mots près de la Société européenne de cardiologie, où on définit le risque cardiovasculaire comme la probabilité qu'une personne puisse développer un événement cardiovasculaire type infarctus, type AVC ischémique, sur une période donnée. En général, on parle ici de 10 ans. Et donc, on a comme rappel ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. On a des facteurs de risque qui sont non modifiables, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces. Là, dans les antécédents familiaux, on a aussi donc les facteurs génétiques et on a aussi en partie les facteurs épigénétiques qui sont transgénérationnels. On a aussi des facteurs de risque modifiables, du moins sur les facteurs de risque conventionnels, parce qu'on va voir une autre liste après de facteurs qu'on ne pourrait pas nommer des facteurs de risque cardiovasculaire au sens propre, mais qui sont des facteurs qui produisent une modification, une perturbation du terrain métabolique ou une atteinte, on va dire, systémique qui va engendrer donc à la fois l'atteinte vasculaire et cardiaque. Donc là, on a les classiques que vous connaissez, donc tout ce qui concerne les différentes composantes du syndrome métabolique, diabète, hypertension, dyslipidémie, etc. L'hyperhomocysténémie qui est pas toujours incluse, qui est aussi un facteur de risque cardiovasculaire important. Des facteurs nutritionnels, les facteurs de style de vie en général, la consommation d'alcool, le tabagisme, le stress, la sédentarité également. Alors, cette slide trace un petit peu, on va dire, les grandes lignes, du moins d'une partie de la discussion qu'on aura après. Le terrain métabolique et systémique qui lorsqu'il subit un certain nombre d'altérations, notamment la résistance à l'insuline, pas uniquement liée au diabète, au prédiabète, mais même la résistance à l'insuline précoce, l'inflammation, le stress oxydatif, les dyslipidémies, l'excès de tissu adipeux, etc. Tout ça, ça constitue aussi des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont métaboliques. Cela va engendrer une atteinte vasculaire. Atteinte vasculaire, je montrerai les étapes, en tout cas les étapes selon ce qu'on a comme information, on a quand même des informations exhaustives là-dessus dans la littérature scientifique. Une atteinte vasculaire, donc, qui se manifeste au départ par une altération de la qualité de l'endothélium vasculaire et ça évolue ensuite vers la formation de la plaque d'athérome, l'athérosclérose, etc. Donc, cette même atteinte vasculaire va avoir des implications cardiaques sur le fonctionnement cardiaque. Cette atteinte cardiaque, elle est à la fois donc d'origine vasculaire et aussi d'origine systémique. Euh, et donc, on a aussi une aggravation du terrain métabolique par l'atteinte vasculaire également et par l'atteinte cardiaque. Donc, la formation de la plaque d'athérome, euh, il y a une description très claire actuellement dans la littérature scientifique. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Ça a beaucoup été étudié. Et on a différentes étapes qui ont été bien expliquées, comme je disais, dans pas mal d'études là-dessus. Donc, on a ici ces étapes-là. Alors, on peut les organiser de manière différente, de manière à avoir encore plus d'étapes ou moins d'étapes. Mais globalement, on commence en général
par une agression de l'endothélium à cause d'un stress métabolique. Stress métabolique, voilà, ça correspond globalement à un stress oxydatif exacerbé au niveau vasculaire, une inflammation également, une inflammation de bas grade chronique. On peut rajouter à ça différents autres types de stress, stress nitrosatif ou la glycation, etc. Donc, en tout cas, on commence par une agression de l'endothélium vasculaire. À partir de là, on a une augmentation de la perméabilité endothéliale, que ceci provoque une pénétration importante des lipides sous l'intima, des lipides et d'autres molécules, des fragments de cellules détruites au niveau du sang, certaines protéines, etc. On a aussi ensuite une infiltration de macrophages, entre autres, donc de cellules, les macrophages et les polynucléaires, en général les neutrophiles, et surtout les macrophages, ce qui va créer ce qu'on appelle les cellules spumeuses. Donc là, c'est des macrophages principalement, mais on peut avoir d'autres types de cellules du système immunitaire qui adoptent cette configuration-là. Les cellules spumeuses, c'est des cellules obèses, c'est des cellules qui vont accumuler beaucoup de lipides, et donc ces lipides-là, bien entendu, leur accumulation dans le macrophage se fait par la phagocytose qui va donc tenter, le macrophage va tenter de diminuer la quantité de lipides incrustés donc sous l'intima, et ce qui va provoquer une inflammation, et cette inflammation va se perpétuer. Et donc, il y aura ensuite toutes les étapes de formation de la plaque d'athérome qui vont suivre. On va avoir le noyau lipidique, les cellules spumeuses qui sont là, les fibres de collagène, des cellules musculaires lisses détruites, également des dépôts de calcium, ce qui permet plus ou moins de stabiliser la plaque. Ensuite, on va avoir une rigidification, et un épaississement de la paroi vasculaire, et ensuite, donc, une fragilisation de la plaque. Euh, Ça peut conduire donc à la rupture de la plaque et après donc la formation d'un thrombus et une obstruction aiguë qui va se manifester soit par un infarctus, soit par un AVC. Donc ça, c'est juste un petit rappel là-dessus. On aura probablement l'occasion de discuter de ça juste après. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, les facteurs non conventionnels qui provoquent l'altération du terrain métabolique, cette même altération du terrain métabolique qui conduit, comme on l'a vu dans le schéma d'avant, à l'atteinte vasculaire et l'atteinte cardiaque. On a notamment, alors, ici bien sûr, ce sont des facteurs non conventionnels, la pollution de l'air, la pollution en général, y compris tout ce qui est particules fines, les microplastiques, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça augmente le stress métabolique et crée donc le début de l'atteinte vasculaire. Donc, on a aussi le microbiote et la perméabilité intestinale, un rôle majeur dans l'inflammation et le stress métabolique en général. Les perturbateurs endocriniens, le stress chronique, ça c'est relativement accepté plus ou moins. Les troubles du sommeil, les infections chroniques et froides, les déficits micronutritionnels également, il y en a plusieurs. Les facteurs liés à la petite enfance aussi, ce qu'on appelle le early life stress euh, ou le stress prénatal, la malnutrition précoce. Donc je viens d'apprendre il y a 2 jours de cela que la Fédération internationale de diabète euh, a créé dans sa classification des types de diabète un diabète type 5. On parle là justement de ce qu'on appelle classiquement en médecine fonctionnelle le diabète type 1 non auto-humain. Justement, on parle de ça. Et on associe donc un certain type de diabète insulino-dépendant à des carences micronutritionnelles et une malnutrition au cours de l'enfance, justement. Le tabagisme passif, donc il y a le tabagisme comme facteur de risque même cardiovasculaire classique, mais il y a le tabagisme passif également. Et puis il y a les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire le passif
épigénétique qu'on obtient des générations précédentes et qu'on transmet ensuite aux générations suivantes. Donc j'ai fait un petit récap ici, sans revenir sur tous les détails. On a déjà eu le temps dans d'autres conférences de parler notamment des différents types d'alimentation adaptée, notamment pour la maladie cardiovasculaire. Donc rééquilibrage alimentaire. On va dire que la base, c'est le régime méditerranéen. Après, il peut y avoir des petites spécificités, voilà, d'un patient à l'autre, d'une situation à l'autre. Réadaptation du style de vie, c'est aussi très important avec l'activité physique, la gestion du stress, etc., l'arrêt du tabac, et ainsi de suite. Et donc, quelques micronutriments. On va pas discuter tout ça de toute façon, mais au cas où on aura le temps peut-être ou l'opportunité, on pourrait peut-être aborder un ou deux micronutriments, les oméga 3, la vitamine D, magnésium K2, coenzyme Q10 et zinc. J'ai mis ici juste les micronutriments, on va dire consensuels, sur lesquels il y a des études, à la fois des essais cliniques, des méta-analyses, etc. Vous avez ici des méta-analyses, là, notamment sur le magnésium et la diminution du risque du diabète type 2 et le risque d'AVC total. C'est quelques exemples de méta-analyses, il y en a plein, hein. Magnésium aussi, on a des essais cliniques méta-analyses sur l'hypertension. Les oméga 3, la méta-analyse et les essais cliniques ne manquent pas sur la réduction du risque cardiovasculaire, le risque de décès cardiaque, le risque d'infarctus du myocarde, etc., etc. Le coenzyme Q10 aussi, les études ne manquent pas là-dessus, sur la protection cardiaque, vasculaire, la protection de l'endothélium vasculaire, et également donc le, le zinc, sur lequel on a aussi pas mal d'études, sur notamment le diabète, résistance à l'insuline, diabète, le zinc étant un cofacteur de l'insuline, mais aussi sur l'inflammation, sur les marqueurs du stress oxydatif, qu'on a des choses très intéressantes là sur le zinc, notamment c'est une méta-analyse là-dessus. Donc j'ai fini ma présentation et je vais donc revenir à... Alors, on a quelques questions. On prendra les questions vers la fin, donc n'hésitez pas à poser les questions directement. On y répondra à la fin. Donc ça, c'était juste un topo afin de planter un peu le décor et permettre peut-être d'entamer ce débat euh, avec nos deux invités, Dr Georges Obaid et Dr Willy Kostuki, autour donc de cette question de l'usage de la médecine fonctionnelle, surtout de la micronutrition dans la cardiologie. Je vais peut-être, alors je pense que, oui, Willy est là aussi. Je vais peut-être, oui, commencer par, on va peut-être commencer par la discussion autour, Georges, de ce que tu avais proposé, parce qu'on avait eu une petite discussion par mail par rapport à la ligne de cette conférence, de ce que tu proposais comme, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce que tu avais proposé sur l'atteinte systémique et son impact sur l'atteinte vasculaire et l'atteinte cardiaque. Ça, d'ailleurs, tu as vu, ça a un peu orienté ma présentation. Oui, oui, oui. Euh, donc, comment toi, tu vois, en tant que cardiologue clinicien, comment tu vois les choses, en fait? Est-ce que tu es d'accord déjà par rapport à ce que j'ai présenté, surtout par rapport à l'effet du terrain métabolique sur les vaisseaux et le cœur, ou est-ce que tu as une autre vision des choses? Alors, il y a deux éléments. Donc, évidemment, ça, c'est ce que tu as présenté. C'est une vision classique que tous les cardiologues ont vue dans nos études. Disons, l'horreur qui arrive avec la plaque qui dégouline de graisse et tout. Et Willy va certainement être d'accord avec ce que je dis. Et en fait, dans la pratique, les cardiologues sont parfois désarçonnés quand on voit des patients qui sont parfois sportifs, qui n'ont aucun facteur classique de risque
et qui développent de l'athérosclérose, athéromatose, je ne sais pas comment on peut raconter ça, et d'autres chez lesquels on doit s'attendre parce qu'ils ont un diabète hypertendu et tout, et on amène en choro parce qu'on a la certitude de tomber sur quelque chose, et chez eux, on est surpris de trouver des coronaires, entre guillemets, apparemment normales. Et on a oublié aussi, je t'en ai parlé dans le mail que je t'avais envoyé, les coronaires, les infarctus à coronaire saine. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent boucher des coronaires à faire un infarctus. Je ne parle pas du Takotsubo qui est en fait un spasme coronarien, mais je parle d'un vrai thrombus qu'on va trouver dans l'artère, qu'on va aspirer lors de l'infarctus, et puis après, on trouve que l'artère apparemment est normale. Et donc en fait, il n'y a jamais une vérité ni dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours un dysfonctionnement endothélial, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, ou qu'on faudrait mettre un microscope quasi, et il y a toujours un problème de coagulation qui accompagne le problème. C'est-à-dire qu'il y a les deux en même temps. Et donc, il peut y avoir donc une balance dans un sens ou dans l'autre, mais ignorer l'un ou ignorer l'autre, ce serait complètement faux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans la pratique, on ne voit pas de manière tout à fait systématique la cascade que tu as montré avec la dégénérescence, les cellules spumeuses et tout ça. Mais ce qui est clair, et ça on le sait au niveau vasculaire, c'est que dès que tu as une exposition une plaque molle, une plaque qui est ulcérée, ça c'est la catastrophe, donc il peut arriver. Mais on peut l'avoir avec un 10% de sténose, de rétrécissement sur une artère. Et donc, l'abord de la question ne peut pas être faite de manière correcte si on ne pense pas aux deux éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut améliorer l'athérosclérose ou l'athéromatose, donc le dégât sur l'artère, sur l'arbre artériel, et qu'est-ce qui peut améliorer la circulation. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, tu as parlé des oméga 3, on peut parler de la nattokinase, on peut parler du magnésium. Donc, l'étude qui m'avait frappé il y a 15 ans, c'était sur des rats, où ce scientifique, mais je n'ai plus la référence, avait donné de la malbouffe aux rats, donc 10 rats comme ça, 10 rats qui avaient mangé la même chose. Il leur avait donné du magnésium en excès. Et après, quand il a sacrifié les rats et qu'on a ouvert leur aorte, il n'y avait rien, aucune plaque chez les rats qui avaient eu du magnésium en suffisance. C'est clair qu'aujourd'hui, ne pas donner du magnésium, c'est une erreur. OK? Du magnésium, pas pour les arythmies, pas pour la relaxation musculaire, etc. Mais ça, c'est un produit qui est disponible partout et que tout le monde peut donner. OK? Ça, c'est un point. Alors, l'autre point, c'est que je crois qu'il faut faire attention. Par exemple, on oublie l'hydratation du patient, hein. L'hydratation du patient a un Oui, impact important. Mais qu'est-ce que le stress oxydatif? absolument. Mais le stress oxydatif arrive aussi dans le sport, il arrive dans le stress, comme tu dis, dans la pollution, l'intérieur des maisons. Il y a plein de choses, y compris même les variations de l'oxygène. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une question qui est passée, qui a fusé avec l'apnée du sommeil. Oui, Et la question fondamentale de l'apnée du sommeil, c'est qu'il y a un stress oxydatif majeur à cause des variations de l'oxygène, pas seulement le fait de ne pas pouvoir dormir. Donc, ne pas dormir augmente aussi le niveau catécholargique. Et puis, de fil en aiguille, on a un patient qui est à un niveau catécholargique élevé et un stress oxydatif constant. Un abcès dentaire, une parodontite, tu en as parlé, ça c'est fondamental. Qui est le cardiologue qui envoie un patient chez un parodontologue systématiquement ou chez un dentiste en disant mais votre haleine, vous avez une halitose, allez voir votre dentiste. Mais le dentiste vient de sortir de dentiste, mais il a une haleine effroyable. Est-ce que c'est un microbiote qui est déficient ou est-ce qu'il y a un problème? C'est important. Donc avant même de rentrer dans les micronutritions, il y a les choses fondamentales, quoi. Le sommeil, l'activité et oui, la le style de pollution. vie. Voilà. Alors, ce que tu dis est très intéressant. Je vais revenir sur la toute première partie de ton intervention où tu as parlé, tu as évoqué le cas du sportif qui développe des plaques d'athérome, on va dire. Euh,
Et le cas de la personne qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et qui ne développe pas nécessairement d'athérosclérose et qui peut avoir aussi une atteinte par un thrombus. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je sais que dans l'audience, il pourrait y avoir certains qui pourraient avoir des petites remarques là-dessus. Ces situations, ces deux situations que tu viens d'évoquer, euh, on est d'accord que ce sont pas, c'est pas majoritaire, c'est pas, on va dire, extrêmement fréquent. C'est des situations marginales. Ou qu'est-ce que tu en penses? Et Willy aussi, je sais pas ce que tu en penses. Je connais ton avis sur la question, mais juste sur cette question-là, est-ce que c'est des situations marginales, plus rares, on va dire? Alors, Euh, c'est-à-dire qu'il faut, en médecine, il faut, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du on est tailoring. d'accord. Oui, alors, donc, du coup, un patient, dire que partir avec une idée que, moi, je vous dis, enfin, je dis à mes collègues, hein, c'est-à-dire que je sais que quand la porte s'ouvre et que le patient rentre, je sais que qu'est-ce qu'il a? Il a une aspirine, il a un anti-acide gastrique, il a un bêta-bloquant la majorité du temps parce que quand il sort de l'hôpital, ben, on a toujours peur des arythmies. Il a évidemment des statines, de l'ésétrol, enfin tout ça, de l'ézétémib. Et il a certainement un antihypertenseur. Il a peut-être eu aussi de la metformine s'il a un syndrome métabolique, etc. Donc, Hmm. ces patients, on sait quand ils sortent, directement, ils rentrent dans la porte, ils rentrent dans le bureau, on sait qu'ils seront bardés de ces médicaments. Mais il n'y en a aucun qui a eu une étude du microbiote, comme tu l'as dit. Il n'y a aucun qui aura une visualisation de ces carences. Un vitamine D à 8 et on s'en fiche complètement. Et un magnésium qui est très très bas, mais c'est la même chose. Alors, il y a quelqu'un qui parle de d'homocystéine. Ben oui, il n'y a jamais personne qui regarde en milieu hospitalier les choses les plus basiques et les plus fondamentales. Ça, c'est mon reproche. Et donc, pour Hmm. ces deux patients dont je t'ai parlé, qui sont les extrêmes, en fait, entre les deux, tous les patients sont à peu près entre les deux. Oui. Ils migrent de l'un à l'autre. Des Hmm. patients qui sont tabagiques, et Willy avait cette théorie depuis longtemps, quand un gros tabagique, en général, quand il arrête son tabac, n'est-ce pas Willy? Il a des Absolument. problèmes. C'est tout à fait paradoxal. Ben, je laisse la parole à Willy, peut-être. Oui, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question et après on reviendra sur la coagulation et, et la Oui, fluidité du sang. oui. Juste pour recadrer un petit peu. Donc, Oui, cette table ronde, elle est destinée à préparer euh, la conférence de Casablanca, le congrès de Casablanca, oui, tout à le fait. congrès de Casablanca. On a fait déjà plusieurs confs et celle-ci s'inscrit là-dedans. D'accord. Oui. Alors, je te dirais peut-être que tu vas peut-être regretter de m'avoir invité. Ah oui, ok. Parce que parce que tu finiras par avoir beaucoup plus de questions que de réponses. D'accord, Ah, c'est bien les questions. je veux dire, à la fin de ma carrière maintenant, je peux te dire que j'en sais beaucoup moins qu'au début de ma carrière et donc j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Mais c'est toujours dans les bonnes questions que tu trouves aussi les bonnes réponses. Exactement. Donc pour répondre, bon, ça, pour l'anecdote du fumeur, ça, c'est pas très compliqué. Les fumeurs développent ils sont en hypoxémie chronique, ils développent des collatérales. Et comme ils développent des collatérales, en général, quand ils font des infarctus, les infarctus ne sont pas forcément plus grands que celui qui fait son infarctus sans fumer. Donc, si on veut, leur terrain est préparé. Donc, Hmm. quelque part, c'est aussi un grand paradoxe. On voit un type de. Moi mes patients de 75 ans qui font leur infarctus, gros fumeurs, moi, je ne leur dis pas d'arrêter de fumer, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je dis, effectivement, ils arrêtent de fumer, puis alors ils bloquent leur collatéral, et puis ils font des thromboses, et ils finissent par faire un infarctus après leur stent ou leur traitement. C'est la même chose pour la revalidation cardiovasculaire où on donne des bêta-bloquants.
Nous, on ne donne pas de bêta-bloquant. Le bêta-bloquant, mais c'est pas une idée tout à fait, c'est pas une idée loufoque que j'ai ou que Georges a ou que nous. C'est des études qui ont été publiées il y a bien longtemps, entre autres par des Français, en revalidation. Il faut surtout pas donner de bêta-bloquant. En fait, les médecins, les cardiologues qui donnent des bêta-bloquants après un infarctus, c'est parce qu'ils se traitent eux-mêmes, ils traitent leur angoisse par rapport aux patients. Si on est sûr qu'on a revascularisé le patient, ce qu'il faut faire, c'est ne pas lui donner de bêta-bloquant pour que sa fréquence cardiaque augmente lors de son réentraînement, pour qu'il développe des collatérales. Et au plus vite il développera, au mieux ça sera. Donc, le bêta-bloquant est absolument, comme dit Georges, un truc qui est dans la plume et c'est un truc qui est dans les recommandations officielles. Voilà. Donc, ça, c'est déjà voilà, un petit paradoxe que tu n'avais peut-être pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est Nous, intéressant ce que tu as dit sur le tabagisme. J'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un peu une description rapide du profil du patient chez lequel tu ne recommandes pas l'arrêt du tabac? ben, une fois qu'ils ont un certain âge, ça ne sert plus à rien. Je veux dire, au contraire, je veux dire, Une enfin, personne âgée, tu veux dire? personne âgée au-dessus d'une soixantaine d'années, enfin, tout dépend de l'état, tout dépend de la réserve de collatéralisation, du potentiel collatéralisable des individus. Et c'est très curieux, il y a des patients qui sont des très bons collatéraliseurs et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais la seule façon de le savoir, c'est de les faire travailler. Donc, je leur dis pas d'absolument d'arrêter de fumer parce que sinon ils vont mourir à cause de ça. Ils ont déjà 65 ans, donc ils sont déjà pas morts à cause de ça. Donc, on va pas aggraver leur cas. Mais par contre, ce qu'ils doivent faire, c'est reprendre une activité sportive. En reprenant leur activité sportive, naturellement, ils vont diminuer leur tabac Hmm. au fur et à mesure. D'abord parce que simplement, du point de vue pulmonaire, c'est plus confortable de faire du sport sans fumer. Donc, et ça se fait automatiquement. Mais encore une fois, faire des dictates, ce n'est pas tout à fait notre style de le faire. Alors, si tu veux d'autres paradoxes, je peux t'en donner. Hein. D'abord, il faut être précis sur les termes. Tu vois, l'artériosclérose et l'athéromatose. C'est encore un truc, c'est vraiment une tarte à la crème, ça. Hein. Quelle est la différence pour toi entre artériosclérose et athéromatose? Dis-moi. Je Ah, te repose la question. tu n'aimes pas les questions. Mais athérome vient probablement du grec et ça se rapporte à effectivement un dépôt lipidique. Artériosclérose, c'est un vieillissement des artères. Hmm. C'est un vieillissement des artères dû à toutes les agressions que tu as très très bien mentionnées, donc à la fois les facteurs classiques Hmm. conventionnels de notre doxa médicale, mais à la fois tout ce que tu as parlé d'agressions non conventionnelles. C'est très bien Hmm. ce slide, je l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, mais en réalité, la théromatose, euh, j'avais, enfin bon, c'est une anecdote, mais il y a une trentaine d'années, ma radiologue chez qui j'ai envoyé pour faire des échos de carotide, excellente radiologue d'ailleurs, vasculaire, elle me mettait athéromatose des artères. J'étais la voir deux, trois fois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as vu exactement? Tu as vu des lipides? Montre-moi un peu les lipides que tu as vus. Ben, non, mais c'est des lipides quand même. Non, non, je dis, tu ne me mets pas dans un protocole que tu vois de l'athéromatose alors que c'est de la sclérose, ou que c'est autre chose. Décris-moi ce que tu vois, mais ne dis pas ce qu'il y a à l'intérieur des cellules ou dans la paroi. En réalité, une plaque normale, faut faire la différence aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant, ce n'est pas le but, mais il y a une différence entre une plaque dans une carotide et une plaque dans une artère coronaire. Ce n'est pas Hmm. exactement la même chose. Mais globalement, une plaque est constituée de 70% d'un noyau lipidique qui est à peu près de 30% et de Hmm. 70% de matière qui est de la fibrine, les mastocytes et tout le machin. Oui. Il y a 30% de noyaux lipidiques. Dans les 30% de noyaux lipidiques, il y a un tiers de cholestérol, un tiers de phospholipides et un tiers de triglycérides. Hmm. Exactement la même représentation qu'il y a dans le sang. Mais ça,
On est d'accord sur ça, oui. Tout le monde est d'accord. Alors comment est-ce alors, donc ça c'est voilà. Donc ça c'est de l'artériosclérose. Alors il faut bien comprendre qu'on ne meurt pas d'artériosclérose, on ne meurt pas et alors la façon dont, je refais une petite parenthèse, la façon dont les organismes réparent ces agressions artérielles, c'est en calcifiant. Donc quand on Oui, calcifie, oui, tout à fait. Ça stabilise la plaque. on stabilise la plaque, au revoir et bonsoir. Donc, quand moi j'ai des patients qui ont des plaques molles dans leur carotide et 3 ans plus tard, ça s'est calcifié, je dis, mais ben, bravo, c'est fini, c'est terminé, au revoir et bonsoir, on tourne la page. Et nos prédécesseurs avaient un grand avantage sur nous, c'est qu'ils faisaient des dissections pour essayer de comprendre. Ils faisaient des études anatomopathologiques, on faisait des dissections, et on essayait de regarder ce qui se passe. Adage des cardiologues, enfin des anatomopathologistes des années 20-30. On vit avec son artériosclérose, on meurt d'artériothrombose. Et là, on revient à quelque chose de fondamental, c'est qu'il faudrait parler, quand on parle d'infarctus, il faut parler de la coagulation. C'est Oui. fondamental. Et là, on rentre effectivement dans ce Parlons de problème. coagulation dans ce cas. Ben, La coagulation, est-ce qu'on est d'accord? On parle pas que de la coagulation, on parle de l'hémostase en général, de l'hémostase en l'agrégation général. plaquettaire, la coagulation, Ah oui, les c'est ce qui est écrit. propriétés rhéologiques du sang. Oui, c'est ce que Georges disait. On Hmm. fait des infarctus à coronaire normal, oui, parce que c'est un problème de thrombose. Moi, j'ai des Est-ce qu'on peut patients. citer ici l'exemple de la drépanocytose ou est-ce que c'est parce que les patients qui ont la drépanocytose, ils ont plutôt une agrégabilité plus forte des globules rouges. Est-ce que ça, c'est un des exemples qui explique donc ce que Ça tu es en pourrait, train de... Oui, ça pourrait, mais la coagulation, c'est quand même, les C'est problèmes, plus complexe, oui. c'est quelque chose de très complexe. C'est la bête noire des étudiants. Je veux dire, les cascades, tout ce qu'on devait étudier par cœur, ces cascades de coagulation. Et encore, je pense que ce qu'on étudiait, c'est encore très simple par rapport à la réalité. Donc, alors, dis-nous, toi, Willy, ce que tu utilises en pratique courante pour améliorer la coagulation et la fluidité du sang. oui. Ben, écoute, on a, Médicaments ben, écoute, ou autres. bon, le problème, c'est toujours la même chose. Il faut rester scientifique. Donc, quelque part, ça dépend à quoi est-ce qu'on a affaire. Si on a affaire à prévenir une resténose d'un stent que tu as implanté, tu n'as pas le choix. Quelque Mhm, part, on parle de... Voilà, parce que simplement, les seules études qui existent sont avec l'aspirine et tout ce qui est clopidogrel et des bridyliques et mhm. machin, enfin, tous les anti-agrégants. Mais ce n'est que des anti-agrégants. On ne tape pas du côté de la fibrine. Ce n'est pas des Oui, fibrinolytiques. La natokinase est un fibrinolytique, entre ok. autres, par exemple. Mais il y a d'autres fibrinolytiques, je dirais, chimiques. Mais Oui. l'avantage. Donc, ce qui, ce qu'il faut. Là où on peut se permettre de prescrire des choses qui ne sont pas strictement chimiques, c'est quand il y a un vide scientifique euh, du côté de la pharmaco. Oui. Donc là, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, là, il n'y a aucune étude qui a jamais montré en prévention primaire et même en prévention secondaire le rôle de l'aspirine. Quand on te dit prenez de l'aspirine à vie, il n'y a aucune étude. Là, on Mhm. peut se permettre de faire ce qu'on veut, à condition, si parce que tout le monde peut faire une thrombose à un moment donné. Si tu as un patient qui va faire une thrombose parce que tu lui as donné je sais pas, de la natokinase ou de la lombrokinase, il y en a, enfin bon, il y a 36 trucs, ou rien, ou de l'ail, ou je sais pas quoi, on va faire tout ce qu'on peut faire en phyto. Oui, mais à partir du moment où tu peux défendre l'idée qu'il n'y a pas de réelles études scientifiques qui t'obligent à prescrire soit de l'aspirine, soit les anti-agrégants, tu es libre de pouvoir le faire. Mais il faut quand même avoir les reins solides pour pouvoir le démontrer. Alors, je n'ai pas bien étudié le sujet de la coagulation. Willy, je sais que tu es un peu à cheval sur ce sujet. Est-ce que tu confirmes bien qu'il y a
aucune étude sur l'aspirine ou d'autres médicaments utilisés à côté de l'aspirine ou Ah, ah, sur, écoute, sur, Michel de Lorgerie, là, sur la prévention et... il suffit de prendre le bouquin de Michel de Lorgerie, il y a toutes les références dedans. Il n'y a pas, il y a, 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 il y a pas il y a pas d'études de long cours. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Quand quelqu'un te dit, vous devez le prendre toute votre vie, est-ce qu'il y a une étude sur toute une vie? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'études sur les vies Hmm. entières. Donc, on ne sait Mais il pas. y a quand même Euh, des études sur peut-être sur une certaine période ou Oui, autre. exactement. Ouais. Il y a deux mémoires comme ça. Je me rappelle d'une étude qui était pas mal faite sur la récidive d'un infarctus Mhm. la première année. Hmm. Et c'est une étude qui remonte à plus de 40 ans ou Oui, 30 ans. oui. Il fallait 1000, je pense, si je me rappelle bien, il fallait 1000 patients 1000 pour en patients. sauver un. Voilà, 1000 quelque chose. patients D'accord. traités, Voilà. oui. Donc ça a été. Et ce n'est valable qu'un an. Voilà. OK. Donc, ainsi de suite. Mais en prévention primaire, ça n'existe pas. Alors moi, Donc, Michel Delorgeril, j'ai écouté à plusieurs reprises différentes conférences. D'ailleurs, il avait intervenu sur le dernier forum là qu'on avait organisé en ligne. Tout ça, j'ai suivi sa présentation. Euh, j'ai lu aussi ce qu'il avait écrit, peut-être pas la totalité de ses écrits, etc. Il y a quand même, moi, ce que j'ai vu, il y a quand même des choses. Alors peut-être qu'on n'aura pas le temps de discuter ici, mais on aura le temps de discuter plus tard. Il y a des choses un peu, voilà, je vais pas dire inexactes, mais pas tout, hein. Il y a certaines choses qui présentent bien et d'autres qui sont peut-être qui c'est pas réactualisé, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, on l'invitera peut-être à un moment donné pour discuter de ça. C'est beaucoup mieux. c'est un sujet qu'il connaît très bien. Par exemple, personne ne va discuter de la prévention de resténose d'un stent que tu mets en donnant 6 mois d'aspirine et de clopidogrel, par exemple. Voilà, Hmm. Ouais. parce que tu sais pas de mettre en parce qu'il n'y a pas d'études. Hein. Oui, Mais oui. qu'est-ce Non. que moi ce que je veux savoir, par exemple Georges ou toi Willy, qu'est-ce que vous observez en clinique? C'est ça qui nous intéresse, c'est la pratique clinique, puisque s'il n'y a pas des études, bon, il n'y a pas des études. Mais en pratique clinique, toi, Georges, par exemple, qu'est-ce que tu utilises pour améliorer la fluidité du sang, la coagulation Alors, chez tes moi, patients? je dirais, moi, j'ai trois attitudes. Donc, j'ai la première attitude préventive, c'est-à-dire qu'un patient qui vient, qu'il soit jeune ou pas, peu importe, comme je suis échographiste, pardon, ce que je fais, c'est qu'en général, je regarde l'aorte ascendante, l'aorte abdominale et les valves. Donc, chez D'accord. quelqu'un si quelqu'un a 70 ou enfin 75 ans, je sais pas, parce que vous êtes du côté de la France plutôt. Donc, si quelqu'un a 80 ans et que je vois que ses valves sont impeccables, que l'aorte n'est pas fortement remaniée, j'aurais tendance à dire au patient de continuer son mode de vie comme il est, sans trop le D'accord. déranger. Par contre, tu peux avoir à 40 ans ou à 30 des personnes qui ont déjà des modifications, des épaississements valvulaires, aortiques, etc. Et donc cela, donc en général, je fais l'écho Doppler des carotides et on va plus loin dans l'investigation. Et donc, chez ces patients, j'aurais tendance à leur mettre un petit peu donc tout ce qui est préventif, dont tu as parlé notamment, mais aussi tu as peut-être omis de parler des antioxydants, donc les resveratrol, les Resveratrol, polyphénols, etc. ouais. Donc, enfin, tout ça qui semble donner de bons résultats. Mais encore une fois, Willy et toi, on en avait parlé. Il est impossible aujourd'hui, personne ne fera une étude où on va mettre 20 000 patients sous huile d'olive vierge, etc., et 20 000 autres avec de l'huile d'arachide brûlée, etc., avec des acides gras trans pour voir. Donc, ce sera impossible. Donc, quelque part, il faudra trancher à un moment donné, dire ça, il y a des éléments qu'on a vus, qu'on connaît, et on va donner des oméga 3, etc. Il ne faut pas oublier non plus, et Willy a raison en disant ceci, c'est que si par exemple il y a une étude
même si elle est mal faite, qui montre que les oméga 3 peuvent donner de la fibrillation auriculaire comme il y a quelques mois, ben, tout le monde va se rétracter des oméga 3. Tu comprends? Mhm. Et il y a un problème, c'est que on ne voit pas les bénéfices, on voit que les side effects éventuels et les études ne sont pas nécessairement toujours bonnes. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que la vitamine D, la donnée de manière préventive, n'était pas nécessaire, etc. Et en tout cas, pas à des doses suffisantes, mais il y a d'autres études qui montrent le contraire. Donc, je crois que il faut, quelque part, on est confronté quand on est dans la micronutrition, on marche sur des œufs. Il faut aussi savoir qu'il y a des effets négatifs ou en tout cas des interactions qui peuvent arriver, Oui, que ce soit avec des médicaments et certains micronutriments ou vitamines ou autres, et qui peuvent éventuellement donner des effets secondaires aux patients. mhm. Des excès de vitamine B, B9 ou Oui, B6 ou autres. Donc, mais personne ne les connaît parce que quand on dit à un patient, prenez par exemple du zinc ou du magnésium, et que le patient n'a pas envie nécessairement d'acheter à la compagnie dont tu lui as recommandé et qui va prendre du magnésium avec de la B6, du zinc avec du B6, etc., et des mhm. multivitamines B parce qu'il sait que la B1 c'est bien pour le cœur, etc., on arrive à un moment donné où le patient peut avoir un surdosage alors qu'il ne sait pas. Exactement, OK? absolument. Il y a, ça prend beaucoup de temps de faire de la micronutrition et donc de faire réfléchir le patient sur son mode de vie, sur la manière avec laquelle il doit manger et se comporter et faire du sport, etc., améliorer son sommeil et tout, que pour revenir à l'histoire de la prévention, parce que c'est ça que nous faisons, c'est la Oui, prévention avant tout, oui. c'est le patient peut aussi lâcher prise s'il n'a pas un minimum pas de connaissances, je dirais d'intellect. Et ça, Mhm. c'est un très gros problème parce que je vois bien, je travaille à deux endroits de Bruxelles. Au nord-est, nord-ouest, pardon, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux patients ce qu'ils doivent faire. Et dans le sud-est, là où Willy travaille pour l'instant aussi, ben, c'est beaucoup plus facile. Les gens sont ouverts, ils comprennent, ils ont déjà lu, ils ont été sur Internet, ils sont plus éveillés. Et donc, il y a cet élément social dont il ne faut pas oublier. C'est beaucoup plus facile de dire aux patients, vous prenez votre aspirine, votre bêta-bloquant, votre statine, etc., et vous vous taisez, c'est tout. Et moi, je suis le médecin, et je sais tout, et vous ne savez rien. Quand on donne des médicaments qui sont remboursables, c'est beaucoup plus facile aussi. Des médicaments, mais je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres pays comme le Maroc, si des vitamines et les compléments ne sont pas remboursés. Et ça, c'est un élément aussi dont il faut tenir compte. Et donc, comment je fais, moi, dans ma pratique, c'est que je mets le patient à contribution avec explication de l'intérêt de l'une ou l'autre chose. En général, ça fonctionne chez les patients qui ont un petit peu, disons, de connaissances. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait au niveau de euh, je dirais de manière générale, le package, c'est toujours les polyphénols, évidemment, le magnésium, les oméga 3 et le, euh, la prévention de manière générale. Je t'ai On t'a parlé du perdu un peu, patient. Georges. Si tu peux répéter, tu as dit le magnésium, les oméga 3, et après on t'a perdu. Oui, le magnésium oméga 3, le polyphénol, donc le Le resveratrol, resveratrol, etc. notamment. Oui, voilà. Donc, ce sont pour moi des éléments clés dans la prévention. Et alors, si le patient n'a pas de vitamine K2, ben, il faut la mettre, surtout en prévention secondaire. Et alors, aucune personne devrait être sous vitamine D sans avoir la vitamine K2, mais ça, personne ne le sait ou personne n'imagine que c'est important de ne pas calcifier. Donc, calcifier les coronaires, c'est une chose, mais donner des statines, comme le dira Willy, c'est aussi pour calcifier les coronaires. Les statines calcifient les coronaires. C'est bien ça, hein, Willy. OK? Absolument. Mais c'est-à-dire que recourir au scan coronaire, au score calcique, seul est une erreur, à mon avis. OK? Il faut aller plus loin dans le bilan artériel des Et, patients. Et c'est pas et évident. donc, là, ce que tu viens de dire sur, par exemple, les oméga 3, alors en fait, par rapport aux études, on a beaucoup Allô? d'études hein, Oui, sur les oui. oméga 3. On a pas mal d'études.
C'est peut-être le micronutriment le plus étudié dans la santé cardiovasculaire. Mhm. Des études, des méta-analyses, etc., etc. Et en fait, je pense que la problématique qu'on a en méthodologie de la recherche par rapport à tout ce qui est micronutrition, c'est que ces micronutriments-là sont étudiés un peu comme ce qu'on fait avec un médicament. Alors, ce qui est une bonne chose aussi. Mais en même temps, on étudie l'effet des oméga 3 sur le risque cardiovasculaire, sur le risque de mortalité cardiovasculaire, sur le risque de mortalité toutes causes confondues, etc. Comme si les oméga 3 eux seuls permettaient tu vois, de traiter un problème complexe. Et alors Mhm. que, en fait, le paradigme euh, dans lequel on est en micronutrition est un peu différent du médicament, ce qui est normal. C'est-à-dire, en micronutrition, on va plutôt agir sur une symbiose ou une synergie de différentes choses, différents micronutriments. Et alors, c'est pas du tout en compétition avec la pharmaco. La pharmaco, ça a ses indications, son rôle. Et là, la micronutrition, ça fait partie un peu du style de vie, en plus de l'alimentation, en plus d'activité physique. Donc oui, c'est clair que personne va aller, comme tu dis, faire des grosses études cliniques qui vont coûter extrêmement cher. Qui va financer tout ça? Et Voilà, pourquoi? Pour gagner rien, après. exactement. Ce qui se comprend aussi par rapport aux médicaments, il y a un business plan, il y a le médicament est breveté pour les nouveaux médicaments. Après, il va y avoir un retour sur investissement, ce qui se comprend aussi par rapport au laboratoire. Mais euh, j'aimerais revenir donc sur ce que tu utilises là. Tu as dit donc le magnésium, Donc, en les général, le oméga 3. magnésium, voilà, les Oui. oméga 3, ça c'est clair. La vitamine K2, donc ça Mm. c'est un Oui. élément fondamental à mon avis. La vitamine D fait partie aussi du lot parce qu'elle est anti-inflammatoire aussi surtout, et Mhm. donc ça elle est importante. Donc moi personnellement, j'utilise la toquinase que vraiment en prévention post-Covid ou des intoxications post-vaccinales. Je n'ai pas l'expérience de Willy, donc il va en parler beaucoup plus que moi, j'imagine. Ou en tout cas, je n'ai pas encore commencé. Par contre, l'élément qui est aussi fondamental, c'est qu'il y ait une diététicienne. Une diététicienne. Qu'il y ait une on t'a perdu un petit Par exemple, peu. si tu dis à Qu'il y ait quelqu'un une de diététicienne, utilise, oui. pardon, viens et que tu lui dis, ben, il faut utiliser les polyphénols, par exemple, hein, et qu'il a de bons oliviers, par exemple, au Maroc, et qu'il va utiliser son huile d'olive. Il faut lui dire, il faut lui expliquer que une huile d'olive brûlée, ben, c'est encore pire que tout, que son huile d'arachide qui est pro-inflammatoire. Mais il faut donc aussi une approche diététique correcte. OK? Oui, tout à fait. Ça fait partie c'est la base en fait, le style de vie, parce qu'on a certainement que pour certains, on a plus tendance à partir vers des compléments alimentaires, un Mhm. peu comme donc aussi voilà, pas mal de médecins qui négligent le côté aussi alimentation, style de vie. On a plus tendance et plus de facilité, j'ai l'impression, de partir vers du complément alimentaire trop vite, alors Mhm. qu'en fait, il y a aussi l'alimentation, le style de vie, l'activité Absolument. physique et tout le reste. Donc ça c'était en fait, si vous vous souvenez, on avait entamé donc cette discussion par rapport à la coagulation. Oui, Voilà. Euh, et selon ce que tu disais, tu parlais aussi d'un autre facteur important du terrain métabolique. Donc, il y a la oui. coagulation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme facteur majeur, qui d'ailleurs n'était pas inclus dans ma présentation? Ben, le facteur métabolique, le syndrome métabolique en Oui, lui-même. Donc, c'est-à-dire oui, que, comme disait Willy au départ, si on pense qu'il n'y a que le cœur dans le corps, ben, on est mort déjà au départ. exactement. Donc, si le syndrome métabolique est un réel problème aujourd'hui chez beaucoup de gens. Il n'y a pas que la graisse abdominale seulement, mais il y a le Hmm. fait qu'il y a aussi
les C'est un atteintes. indicateur, la graisse abdominale, on va dire. Oui, C'est mais un des indicateurs. c'est aussi un acteur, hein. Donc, en Hmm, fait, et alors, les atteintes microvasculaires sont aussi un élément non négligeable donc, dans l'hypertension ou dans le diabète ou dans le syndrome métabolique, hmm, et pour lesquels il faut aussi travailler. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il y a des recettes déjà préfaites. Mais comme tu disais, c'est que, par exemple, si un patient sait que les hydrates de carbone, ou en tout cas le sucre, est un facteur pro-inflammatoire, que certaines, donc quand il y a un microbiote où il y a un leaky gut, donc c'est-à-dire que traiter une personne avec tout ce qu'il y a de cardiovasculaire et micronutritionnel, sans connaître son intestin et savoir que son intestin est poreux et qu'il ne pourra jamais non seulement perdre du poids, mais il a une inflammation chronique. Donc mhm, cette personne qui a un leaky gut syndrome, il est en train d'être tout le temps dans l'inflammation. D'ailleurs, ils ont des douleurs articulaires, ils ont oui. des Hashimoto, ils ont plein de choses qui puissent expliquer aussi qu'ils ne bougent plus et qu'ils prennent du poids. Donc, c'est donc un ensemble. Et donc, un patient chez lequel on n'aborde pas ce sujet-là, ben, on ne pourra jamais le traiter correctement. Parce que son syndrome inflammatoire chronique va rester là. Et donc, comme on avait dit auparavant, il n'y a pas que. Donc, il faut regarder la personne de A à Z. Donc, s'il a une apnée du sommeil, s'il a une parodontite, s'il a donc de la pollution constante dans son environnement ou dans sa course à pied qu'il fait Hmm, le matin en plein dans les rues polluées, ben, c'est un bonhomme qui est condamné pratiquement. OK? Et si son microbiote est tout à fait dérangé, ben, on va jamais gagner si on ne fait pas un réglage de l'ensemble des choses. Donc, tu ne vas pas pouvoir lui donner un anti-inflammatoire parce que son microbiote est poreux, ça ne sert à rien. Ok. Donc, il faut traiter son problème pour aller à la base. Et c'est là que ça devient de la médecine intéressante. Tu vois. hmm. Et comment, pour revenir à Willy, donc d'un point de vue pratique, alors on comprend que jusqu'à maintenant, ce qu'on a discuté, on a discuté des petits fragments, on va dire, de ce qu'on peut faire globalement. Mais en pratique, comment toi tu fais, Willy, et je reviendrai à Georges après, comme cardiologue, comment tu fais pour pouvoir gérer toutes ces problématiques-là? Ça nécessite du temps. Donc, je me fais l'avocat du cardiologue ou du médecin. Tout ça nécessite du temps. Est-ce que vous, comme ça, cardiologue, vous avez suffisamment de temps pour pouvoir gérer tout ça? Est-ce que tu as des astuces? Comment tu fais? Mais, tu sais, l'intelligence, c'est pas d'être intelligent toi-même, c'est d'être entouré de gens plus intelligents que toi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, tu peux, effectivement, ta remarque est pertinente, tu as besoin de beaucoup de temps. Donc, la médecine, ce type de médecine intégrative prend effectivement du temps. Mais c'est la seule façon de faire. Mais tu peux déléguer. Georges a tout à fait raison. Euh, euh, combien, même dans notre équipe, combien de cardiologues se donnent la peine de diriger les patients vers la diététicienne ou le diététicien? Très peu. Et si tu regardes dans le monde, dans le monde académique, c'est exactement la même chose. Sauf quand il y a, je dirais, des raisons économiques pour activer un service, etc. Mais en général, c'est pas une démarche tout à fait classique. Maintenant, tout ce que Georges a dit concernant tous les trucs de base qu'il donne, c'est effectivement ce que je donne aussi. Et tous ceux qui font un petit peu de cardiologie je dirais, intégrative, c'est ce qu'on devrait faire. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Mais il y a tout, il y a l'autre aspect des choses, enfin, il faut compléter ce que Georges a dit, il y a tout l'aspect hormonologique. Quelle est la cause principale d'une hypercholestérolémie? C'est pas la malbouffe, hein? La thyroïde. C'est l'hypothyroïdie. Oui. C'est l'hypothyroïdie. Donc, première chose, un cardiologue qui ne sait pas doser la T3, c'est pas où il a étudié, moi. Je veux dire, Ça coûte cher, on te répond. ça coûte cher. C'est pas Oui, remboursé. ah oui, oui, mais, mais alors, à ça, tu réponds, la maladie coûte encore plus cher. Euh, Exactement. voilà, peu importe. Donc, enfin, bon, on te dira aussi que les compléments coûtent cher. Oui, on est d'accord. Donc ça, il faudrait qu'il y ait à ce congrès un volet sur l'économie des,
Ça nécessite un de- congrès de- à lui seul. ah oui, mais c'est quand même c'est un sujet important. Tous ces points à la fois de culture et d'économie que Georges a soulevé, c'est vraiment fondamental. Euh, Encore aujourd'hui, ma diététicienne m'a encore rapporté une patiente euh, qui, en fin de consultation, qu'elle lui a donné exactement de la vitamine, un petit peu de vitamine D, de la vitamine B, un truc comme ça, un truc standard. À la fin de la consultation, elle s'est mise à pleurer parce elle dit, mais je ne pourrai jamais me permettre de payer ça avec ma Mm. pension. Ouais. Donc, c'est aussi un vrai problème. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans un, on n'est pas dans un, on joue pas dans un game qui est très fair play par rapport à, enfin, à vous, en tout cas, les firmes qui font du pharmacie, vous n'êtes pas dans un jeu facile, Et, et- parce que ce sont les médicaments pharmaco-commerciaux qui sont remboursés par les sécurités sociales. euh, C'est un vrai problème. Mais c- voilà. c- je pourrais, Et pour terminer, voilà, c'est ouais, un bilan hormonal. Si tu dois faire un bilan hormonal de base, je ne parle même pas d'urine de 24 heures, des choses compliquées à faire. Tout ça, ça coûte c'est des choses qui sont importantes pour avoir le bilan global. Je parle pas, je parle même pas encore de l'analyse génétique. Donc, les polymorphismes génétiques, le MTHFR, chez Mhm. les patients qui ont une homocystéine élevée, l'étude des apolipoprotéines déjà E, pour eux, ouais. hein, c'est quand même fondamental. Quand on a un ApoE 3 et 4, c'est une contre-indication à prescrire une statine. Tu tues ton patient. Enfin, tu tues en tout cas son cerveau. Donc, mais tout ça, ça demande. Bon, Ça, cette ça table ronde n'est reste, pas. oui, Voilà, c'est pas ça discuter. reste des études, on va dire, en partie controversées là ça dépend. Bon, je pense qu'on pourrait organiser encore un autre débat, une autre réunion pour discuter de tout ce qu'on n'a pas réussi à discuter jusqu'à maintenant. Mais je vous surprendrai si je vous dirais que euh, au Maroc, que je connais pas mal de cardiologues et d'endocrinologues qui travaillent avec des diététiciens, qui travaillent avec d'autres professionnels de santé et euh, qui font aussi de la micronutrition et de la nutrition et qui s'intéressent à tout ce que vous venez d'expliquer maintenant. Il y en a plus qu'en France. En Belgique, je sais pas, mais il y en a Alors, beaucoup il y a une plus qu'en raison. France. Il y a une Si, raison. si Oui. tu permets que j'intervienne, parce Oui, que bon, moi je bien connais bien sûr. le Liban, parce que j'y vais souvent. Et donc les médicaments ici sont remboursés. Et les médicaments au Liban ne sont pas remboursés. Mm. Et au Maroc, je ne sais pas. Mais j'imagine que la personne qui, au lieu de prendre un médicament lambda, donc un médicament de la pharmacopée, tu peux très bien lui demander, au lieu de prendre ça, ben, ta statine, par exemple, prends plutôt des oméga 3. Le problème, c'est que bien souvent, et c'est là qu'on prend, là où il y a le piège, c'est que bien souvent, il y a les excipients, l'origine, les gélules extérieures Ouais, ouais. et la qualité du produit, ok, qui est à l'intérieur est souvent bien mauvaise. Ok, Mm. et comparé à au prix de l'Europe, donc je parle du Liban, hein, donc comparé au prix de l'Europe, c'est inimaginable, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir pour 28 comprimés ou 30 comprimés, tu dois payer l'équivalent de 15 euros. Et alors que de la bonne qualité, avec les bonnes choses qu'on trouve par exemple dans une compagnie dont qu'on veut pas nommer, mais tu as bien compris laquelle, eh bien, ce serait moins cher Mm. par rapport à la qualité. Ce qui veut dire que si on donne de la qualité aux patients, de la qualité avec peu ou pas d'excipients, ou en tout cas que tout est contrôlé, que la gélule est bien, eh bien c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus rentable pour le patient. Et pour Mm. revenir à la patiente de Willy, ben, de la diététicienne dont Willy a parlé, c'est que, en fait, le patient comprend mal dans un milieu où le médecin et les médicaments sont remboursés,
qu'il y a moyen de faire autrement, mais non remboursé. Mais au Maroc, si ce n'est pas remboursé ou ailleurs, le patient comprend très bien qu'au lieu de prendre ce médicament-là, il peut prendre une autre type de médication. Tu comprends la différence? C'est remboursé, hein. Voilà, ici, c'est Il y plus. a Ici, les gens sont piégés parce qu'ils payent les impôts, leurs taxes pour utiliser une médecine, mais on n'a pas le droit d'avoir les vitamines. On n'a pas ouais, c'est ça. le droit d'avoir la vitamine D. On n'a pas le droit d'avoir les choses, mais malgré qu'on a cotisé. Tu comprends le problème, le piège, je veux Ouais, dire. ouais. Donc, ça dépasse tout le monde, ça. Oui, voilà. On va voir, peut-être, on va prendre quelques questions, deux ou trois questions. Ce que je vois, pour la plupart des questions qui reviennent, ben, on a déjà abordé, en fait, on a déjà répondu plus ou moins. Et puis, vous voyez en parallèle aussi des questions. Bon, là, on a déjà parlé de la T3. Euh, Vitaminothérapie injectable, ça, c'est encore un autre sujet. Oui, bon, c'est des commentaires, hein. Tout ça, c'est des commentaires très positifs. Donc, donc, est-ce qu'il y a des questions un peu pertinentes auxquelles on n'a pas répondu? Pour les sportifs de haut niveau, aux pratiquants réguliers, est-ce que la consommation de magnésium, 300 milligrammes par jour, bon, ça nécessite du temps pour y répondre, on n'a pas ce temps. Alors peut-être une homocysteine ne marchant qu'à 60%, cause polymorphisme, doit être complétée avec des vitamines. Oui, ok, donc c'est une remarque. Sauf si vous voyez d'autres questions intéressantes, mais moi je vois que bon, on a plus ou moins abordé tout ce qu'il fallait. Mais écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors, il y a plein d'autres choses. On a fait ouvrir des portes, hein. C'est comme tu disais, Willy, on a posé plus de questions que de donner des réponses. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour d'avoir pris. Je sais que vous êtes très occupé. Vous êtes peut-être pas très en forme parce que une journée longue de travail, d'autant plus. Willy, ça va, tu as pu faire ton spinning, donc Oui, oui, c'est- non seulement mon spinning, mais en plus, je sors il y a 2 semaines d'une semaine de jeûne oui, que je recommande à pas mal de mes patients. Ça rapporte pas d'accord. grand-chose aux firmes pharmaceutiques ni au paramédical, mais ni au restaurateur d'ailleurs non plus. Mais voilà quelque chose qui est absolument intéressant. Ça, c'est une piste. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir, mais je t'explique On a encore ouvert une nouvelle porte là maintenant sur le jeûne parce que voilà, donc tu vois, et c'est une raison pour laquelle je suis en bonne santé. eh ben, Et l'autre bonne raison aussi, c'est que la raison pour laquelle je ne pourrais pas venir au congrès, c'est parce que j'ai un congrès sur le resveratrol ouais, actif de quelques jours en Bourgogne. Tu vois, et ça ouais, se passera aussi autour d'une table. Parfois, les tables sont rondes, oui, parfois, elles sont carrées ou c'est ça. rectangulaires. Oui, Et on a donc, compris. je vais chercher mes médicaments annuels réguliers là-bas. C'est ça, oui. Bah, tu es le bienvenu sur d'autres événements. Merci encore une fois. Je rappelle qu'on a notre prochain congrès, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, notre prochain congrès, troisième édition, Congrès international des sciences de la nutrition, qui aura lieu à Casablanca, au Garden Event, comme d'habitude, donc les 24 et 25 mai prochains, avec une belle brochette d'intervenants, dont d'ailleurs Dr Georges Obaïd y interviendra dans une des tables rondes. On a des intervenants tels que Dr Jean-Paul Curté, professeur Vincenzo Castronovo, Dr Donatini et d'autres également, donc des experts internationaux, mais des experts aussi nationaux. Professeur aussi Boumzabra, qui est chirurgien cardiologue, qui sera avec nous et qui participera d'ailleurs à la même table ronde que le docteur Georges Bait, ainsi que voilà, pas mal d'autres intervenants. Vous pouvez aller sur le site icns.ma, icns.ma. Vous trouverez plus d'informations, le programme complet, ainsi que la procédure pour pouvoir s'inscrire. Petite
petite remarque, Georges et Willy, est-ce que vous savez que c'est le seul événement jusqu'à maintenant dans lequel on retrouve Stéphane Résimand, Vincent Castronovo, Jean-Paul Curtet, allez, et Georges Obaïd, ensemble. C'est pas beau ça. Et Donatini. C'est la première fois. Voilà. Allez, allez, Willy, tu peux quand même, entre deux verres. Non, non, non. Nous faire un cours sur le resveratrol, Oui, peut-être. oui, non, non, non. Le sujet est beaucoup trop sérieux. Non, non. Voilà, c'est ça. On a besoin d'être concentré sur ce que. Ok, donc merci encore une fois. Pour Merci à celles et toi. ceux qui sont encore connectés, donc vous recevrez le replay de cette conférence et que j'enverrai volontiers aussi à nos deux invités. Vous recevrez à partir de demain donc le replay de cette conférence. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Merci Willy encore une fois Bonne et soirée. Merci, merci merci, merci, Amine. Merci Georges. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Voilà.